Bonjour à tous et bienvenue dans le Sudo des experts. Alors comme tous les samedis, on va passer l'actualité de la semaine en revue avec 4 experts. Tout d'abord Nicolas Dedecker, journaliste au Vif, bonjour. Mais bonjour Jean-Jacques. À ses côtés Pauline de Glume qui est journaliste à l'Écho, bonjour. Bonjour. Et Karim Fanoul, le 3e journaliste de ces experts, journaliste à l'RTBF. Bonjour. Et Shuna Lomponda, une communicante, experte en communication. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Le coronavirus, en fait-on trop ou pas assez? Faut-il en avoir peur ou bien être confiant dans les mesures prises par nos autorités? Mardi matin, on annonçait le premier cas belge. Et puis, nous nous sommes demandé à BX1 quelles étaient les différences entre la grippe usuelle et cette grippe coronavirus. Reportage Sabine Ringelem et Béa Boutou. Le docteur Bout n'a pas une minute. Depuis un peu plus d'une semaine, il court d'une visite à domicile à l'autre et la liste des rendez-vous s'allonge à son cabinet. L'épidémie de grippe a bien commencé. Les symptômes sont essentiellement de la température, généralement au-delà de 38,5, des courbatures, des douleurs musculaires, les maux de tête, le nez qui coule, un mal de gorge et de la toux. C'est ici au Centre national de la grippe que se fait la surveillance. Chaque année, entre début octobre et fin avril, 800 échantillons sont analysés. Si le virus est comparable à celui de l'année passée, cette année voit le développement au même moment du coronavirus, aux symptômes très semblables à ceux de la grippe. Jusqu'à présent, les cas de corona sont toujours liés à un historique de voyage en Chine. Bon, il se pourrait évidemment avec la propagation du virus que ça se multiplie dans la population, mais pour le moment on n'en est pas encore là. Il y a des tests qui sont disponibles et qui permettent aussi de détecter ce nouveau virus. Donc on peut faire le diagnostic différentiel avec la grippe. Pour le reste, les souches observées cette année sont très semblables à celles de l'année dernière. Les analyses complémentaires doivent établir l'efficacité du vaccin existant, mais la vaccination demeure conseillée aux personnes à risque. On conseille toujours aux personnes qui présentent des risques de complications de la grippe, donc toutes les personnes qui ont des affections respiratoires, cardiaques, un peu d'immunodéficience, et les personnes âgées de se faire vacciner de toute manière. L'épidémie de grippe dure en général 6 à 8 semaines. Alors Nicolas Dedecker, est-ce qu'on en a fait trop sur le coronavirus? Eh bien Jean-Jacques, je vais vous surprendre, je crois que oui. Nous sommes ici sur une télévision locale bruxelloise et nous en sommes à discuter d'un virus qui frappe un pays assez éloigné de Bruxelles, qui est la Chine. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que je trouve d'abord que ça correspond à une forme de récit que l'on connaît bien, le virus dans un pays lointain, dans une foire aux bestiaux, mystérieux, on ne sait pas bien quoi, il faut l'identifier, etc. Ça fait parler et ça stimule des peurs presque instinctives. Mais le bon côté de la chose, c'est que ça nous permet aussi, y compris sur notre bien-aimée chaîne bruxelloise, de refaire de la pédagogie et d'expliquer comment éviter autant que faire se peut de se faire frapper par la maladie qui en est proche, viens-je de l'apprendre, du coronavirus, mais elle est aussi beaucoup plus proche géographiquement de nous, c'est la grippe. Et donc, je trouve qu'on en fait trop, mais je trouve qu'il y a une conséquence heureuse, c'est le rappel de la bonne prophylaxie, de ce qu'il faut faire et des comportements à éviter, ça fait toujours du bien. C'est ça, embrassons-nous et ne nous donnons pas la main. Pauline de Glume, quelle est votre conclusion? Dur à trouver en fait, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où, c'est le rôle des médias de répondre à des questions que les gens se posent, et visiblement ils s'en posent sur le fait de est-ce que, enfin on voit des articles, vous avez commandé sur telle plateforme en ligne, est-ce que vous risquez quelque chose, mais c'est parce que visiblement ces questions-là se posent, et en même temps, à contrario, j'ai l'impression... On peut peut-être répondre que non, on ne risque rien. On ne risque rien. Et à contrario, j'ai l'impression que le meilleur moyen de ne pas angoisser, de ne pas stresser, c'est en l'occurrence de cliquer sur aucun des articles. Donc c'est là-dessus que c'est difficile de savoir, oui, est-ce qu'on en fait trop? À partir du moment où les gens se posent des questions, c'est légitime d'y répondre, mais c'est vrai que dans la manière dont on a parlé au départ, est-ce qu'on n'a pas été, en tant que média aussi, à l'origine de ces craintes? Karim Fanoul. Oui, parce que ça fait aussi caisse de résonance quand on entend que là-bas, sur place, on confine des millions de personnes. Forcément, nous, vu d'ici, ça nous donne un peu une forme de frayeur comme ça qui se crée, une forme de psychose qui se crée même à plusieurs milliers de kilomètres, dizaines de milliers de kilomètres. Mais je pense que les autorités chinoises ne veulent pas être prises en défaut. Tout simplement, elles ont connu le SRAS. Aujourd'hui, c'est le coronavirus et elles veulent faire en sorte de ne pas... Enfin, je veux dire, il y a aussi un message, je dirais, presque géopolitique, économique aussi. Je veux dire, on voit bien
bien que les bourses sont en train de chuter. La Chine occupe une position centrale dans la région et donc il s'agit par rapport à un problème sanitaire de répondre au mieux, de rassurer au mieux. Sauf qu'on voit que le développement de cette maladie, parfois on ne sait pas trop le contrôler non plus. Shona Lomponda. Oui, moi je considère qu'en termes de communication, c'est vrai que dès les premiers cas détectés au niveau de Bruxelles, au niveau de la Belgique, la communication autour de cette crise internationale, elle a été efficace. On savait qu'il y avait une préparation, on savait qu'il y avait différents hôpitaux qui seraient prêts à accueillir les personnes qui souffriraient éventuellement ou les potentiels cas victimes de coronavirus. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on en fait trop? Je me pose la question quand je vois qu'il y a également des personnes qui sont stigmatisées. Aujourd'hui, justement, des suite de toute cette frénésie autour du coronavirus, on a les communautés asiatiques qui sont mises à l'index. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un manque de communication concernant les modalités autour de ces virus? Comment est-ce qu'on l'attrape? Pour mieux expliquer les choses, faire encore plus de pédagogie, de manière à éviter des effets de panique. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, tous les deux expérimentés. Vous allez les découvrir dans un instant. Présent aujourd'hui, Fadila Lanan, députée bruxelloise du PS. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Vincent De Wolf, vice-président et maire du Parlement bruxellois et bourgmestre d'Etterbeek. Bonjour. Bonjour. Eh ben, je vais tout de suite vous poser la question. Est-ce que vous pensez que les autorités ont bien réagi à ce qui se passe en matière de coronavirus? Je commence par vous, Fadila Lanan. Moi, je pense que les autorités belges, et notamment le SPF Santé publique, a très bien réagi. D'abord en mettant à disposition un site internet avec beaucoup d'informations pour toutes les personnes inquiètes. Il y a aussi un numéro vert qui permet en tout cas d'avoir des informations. Alors il y a eu effectivement beaucoup de panique, mais je pense que la médiatisation de cette épidémie a été très forte et du coup tout le monde panique alors que la grippe, je dirais régulière et normale et annuelle, tue beaucoup plus que le coronavirus. Mais il y a aussi eu, semble-t-il, une espèce de couac, parce qu'à la COCOF, on avait annoncé qu'il y aurait toute une mise en place d'une ligne téléphonique le lundi matin, et finalement, il n'y avait rien du tout. On n'en a plus parlé. Je ne sais pas si vous avez... Mais il y a un numéro qui a été mis en place au niveau national par le SPF Santé publique. Je pense qu'il ne faut pas non plus multiplier de l'information. Et vous savez, il y a des milliers de coups de fil, puisque je pense qu'il y a à peu près 15 000 néerlandophones par jour et 5 000 francophones qui téléphonent à ce numéro vert. C'est dire qu'il y a quand même des questions et que ça marche plutôt bien. Et ceux qui consultent le site aussi. Vincent De Wolf, quel est votre avis? Est-ce que vous avez pris des mesures au niveau communal, par exemple? Non, pas au niveau communal. Je ne vais pas copier ce que vient de dire Fadila par rapport à la subsidiarité, mais je crois que c'était un peu dommage d'annoncer à un niveau de pouvoir régional que quelque chose allait être fait, puis de ne pas le faire. Soit. Moi, je suis pas mon métier, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infectiologue, mais il me semble, pour les contacts que j'ai pris, notamment avec la haute fonctionnaire, pour voir un peu comment ça fonctionne au niveau régional, que les choses ont été bien faites aux deux niveaux de pouvoir. C'est vrai qu'il y a un laboratoire qui a été déterminé au niveau de la KUL, qui est le laboratoire central pour toute la Belgique, pour vérifier si quelqu'un est infecté, c'est bien, et deux hôpitaux spécifiques, l'un à Saint-Pierre et l'autre à Anvers. Les généralistes ont été bien briefés, les infectiologues aussi. La prévention est faite. Il y a un hôpital pour l'hébergement des personnes infectées. Donc, il y a actuellement un seul cas en Belgique, si je ne me trompe pas. Pas de propagation actuelle à l'intérieur même de la Belgique. Et, donc bien maîtrisé, quoi. Je pense que peut-être que c'est parce que ça vient d'ailleurs, d'un pays lointain, que ça éveille des angoisses, je n'en sais rien, mais je suis très surpris de voir à quel point il y a une panique et une angoisse dans la population, alors que c'est vrai, la comparaison des chiffres de la grippe qui est banalisée est quand même très différente de ce qu'il y a aujourd'hui avec le coronavirus. Fadila Lanan, Shona Lomponda pointait les problèmes aussi de racisme qui sont apparus. Hein. Certains qui n'osent même plus aller dans un restaurant chinois ou qui harcèlent
Bruxelles, aussi des personnes asiatiques. Comment faire pour sortir de cette espèce de cercle vicieux qu'on veut toujours avoir un bouc émissaire finalement? Oui, c'est vrai. Moi, j'étais dans un restaurant asiatique il y a 2 jours et le restaurateur me disait qu'il recevait des coups de fil pour savoir s'il y avait des clients chinois qui seraient présents à l'occasion de... Enfin, donc, je crois vraiment qu'on est dans une situation qui est complètement dramatique et triste même, parce que viser une population ou une origine parce que cette maladie vient de là, je trouve ça vraiment déplaisant. On a vu qu'il y avait des cas en Wallonie. Enfin, ici, ce matin, le ministre-président répondait à une question d'actualité au Parlement. Il disait qu'aujourd'hui, dans les zones de police de Bruxelles, personne ne s'était plaint de situations de discrimination ou d'actes racistes. Mais peut-être qu'il n'y a pas de plainte, mais je sais qu'en Wallonie, par exemple, il y a des personnes qui ont été insultées, qui ont été agressées parce qu'elles étaient d'origine asiatique, ce qui est quand même, je dirais, un vrai problème. Alors je pense que les médias ont peut-être aussi un rôle à jouer pour essayer de dédramatiser sur cette situation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. En tout cas, moi, il y a quelques jours, ma commune a habillé le Mannequin Peace du 1040e costume. Et donc, on a fait une petite procession sur la Grande Place jusqu'au Mannequin Peace. Il y avait énormément de personnes, de touristes, énormément de Chinois qui étaient là, qui nous entouraient. Aucun problème. Mais c'est normal là-bas. Mais aucun problème, ni aucune réaction négative. Tout récemment, à l'RTBF, on a fait l'interview d'une série d'acteurs de la communauté chinoise, qui n'est pas très nombreuse numériquement, c'est 30 000, 40 000 personnes en Belgique, mais certains nous expliquaient qu'effectivement, parfois, il y avait des remarques déplaisantes qui étaient formulées à leur égard. On a rencontré la conseillère communale Emmer, Angelina Chan, qui est d'origine chinoise, et qui nous a expliqué notamment que sa fille, alors effectivement ce sont des paroles d'enfant, mais parfois ça peut être très blessant, un enfant qui dit à sa fille je ne veux pas m'asseoir à côté de toi parce que tu as le coronavirus. Enfin, ça peut être violent, et donc si à cette échelle-là ça se dit, je pense que ça se dit aussi au niveau des adultes. Certainement, oui. Je vous propose de passer à notre sujet suivant. On reparlera certainement encore des mesures contre le coronavirus et on espère surtout en finir avec cette épidémie dans les semaines, voire les mois à venir. Je voudrais parler avec vous du renouvellement politique qui est en marche. C'est en partie un peu pour ça que je vous ai invités tous les deux, parce que la politique, vous en avez déjà beaucoup fait, vous en faites encore beaucoup tous les deux. Alors il y a des nouveaux élus, des nouveaux bourgmestres, de nouveaux ministres, de nouveaux présidents de parti. Je vais commencer par vous, Fadila Lanolle, puisque c'est la première fois que vous acceptez un rendez-vous médiatique depuis les élections du mois de mai. Je vous en remercie. Vous étiez donné un temps de réflexion avant de parler. Alors, cette réflexion, ça donne quoi? Aujourd'hui, vous n'êtes plus ministre. Après 15 ans de poste de ministère à la Fédération et à Bruxelles, vous êtes député. Est-ce que vous êtes déçu? Comment vous sentez cette situation? Pas du tout. J'ai voulu en fait exercer mon droit de réserve, mon devoir de réserve, suite à la fin de mon mandat ministériel, parce que j'estime que quand on sort de charge, je ne me voyais pas du tout commencer déjà à poser des questions au gouvernement que je venais de quitter, et puis sur un programme que j'avais fortement, je dirais, été associé à sa négociation. Donc voilà, ici c'est la première fois que je sors médiatiquement. J'ai pris le temps évidemment de réfléchir, de prendre du recul, et puis voilà, j'exerce un nouveau métier, puisque vous savez, moi j'ai été nommée très jeune, puisque j'ai eu cette chance aussi d'avoir été lancée à l'époque par Elio Di Rupo en 2004. J'avais 36 ans quand je suis arrivée au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, c'est quelque chose d'abord de formidable, parce que donner une chance à la jeunesse, c'est vraiment bien, mais je n'ai jamais exercé comme députée. Donc j'ai toujours été élue comme députée au Parlement bruxellois, mais je n'ai jamais fait ce métier. Donc là, j'apprends ce métier, j'expérimente de nouvelles aventures, et je trouve ça plutôt bien, parce que voilà, j'ai commencé en fait un peu tout de suite à l'envers, voilà. Et donc c'est un autre métier, mais je m'y plais, et puis il m'a fallu du temps pour un peu, je dirais, prendre le recul suffisant pour voilà, pour faire ce travail avec passion comme j'aime le faire. Bon, comme vous êtes là, je vous pose encore quelques petites questions d'actualité. On parlera globalement du renouvellement politique dans un instant. Le nouveau bourgmestre d'Anderlecht, là, le 15 février, entre le 15 et le 20, c'est Fabrice Kums qui va prendre la place d'Éric Thomas. À un moment donné, vous aviez espéré briguer ce poste. Oui. Là aussi, est-ce qu'il y a une déception de ne pas être bourgmestre? Pas du tout. Parce que d'abord, je n'ai pas déçu par rien, finalement. Non, parce qu'en 2018, on m'a sollicité pour être candidate et j'ai refusé de
le faire parce que j'avais mis des conditions à ma candidature qui n'ont pas été respectées et donc je ne me suis pas présentée. J'ai fait la campagne d'autres camarades dans d'autres communes et je me suis vraiment bien amusée à le faire. Et franchement, je n'ai pas du tout de déception et je souhaite vraiment plein succès à Fabrice Kums dans ses nouvelles fonctions. Je crois que ça va apporter un souffle nouveau sur la commune parce que c'est vrai qu'Éric Thomas, ça fait quand même longtemps, il a 71 ans si je ne me trompe. Je pense qu'il était temps qu'il prenne sa retraite. Moi, à sa place, je l'aurais déjà fait. Mais voilà, et donc maintenant, c'est un quinquagénaire. Donc c'est pas non plus un jeune, c'est quelqu'un qui connaît bien la politique et qui en fait depuis longtemps. Mais je suis persuadée que ça va donner en tout cas une autre approche, un nouveau souffle. Et je trouve ça plutôt réjouissant. Ça veut dire que vous allez revenir dans la commune ? Vous savez, je n'ai jamais quitté la commune puisque j'y vis depuis plus de 20 ans. Et je continue à fréquenter mes concitoyens andré-lectois. J'y organise d'ailleurs toutes les semaines une permanence à laquelle ils viennent me rendre visite. Voilà, je n'ai jamais quitté la commune. Simplement, je ne voulais pas faire des choses qui ne me convenaient pas ou qui n'étaient pas du tout dans mes priorités. Alors, Vincent De Wolf, les jeunes loups se déchirent le poste de responsable régional du MR, d'un côté David Lester et de l'autre Boris Didiès. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de ne pas vous présenter ? Moi. Vous tout seul ? Ben oui. C'était un long débat entre vous. Oui, parce que pendant 6 mois à peu près, on a travaillé à plusieurs dans l'équipe que vous connaissez maintenant, avec les 2 David, avec Gaëtan, avec Alexia, moi. Et l'idée était vraiment que ce soit Alexia et moi qui tirions le tandem ou le ticket, parce que la volonté est, et ça c'est une volonté très très ferme, mais j'y crois beaucoup, qu'on n'en est plus à avoir un ou une présidente qui prennent tout en main, qui décident tout toute seule. Plutôt une équipe, c'est ça. Mais oui, parce que si on veut redresser le MR à Bruxelles, il y a du travail. Moi, j'y crois, il y a beaucoup d'enthousiasme et de qualité, mais il faut aller sur place, il faut faire les sections, il faut voir les gens, il faut dénicher les talents, il faut les former, il faut partager des expériences. Enfin, je peux en parler longtemps. Vous, Didier Reynders ne faisait pas ça. Je continue. Et donc, je pense que... Une non-réponse. Je vais vous répondre, mais vous m'avez interrompu, donc je suis encore libre de parler comme j'ai envie. Donc, mais je m'en fous, moi, je vous dis ce que j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est vrai, et moi aussi. Et ben voilà. Et donc, je vais vous répondre sur Didier, mais j'essayais d'expliquer que nous, notre projet, c'est que quelqu'un s'occupe de la com, quelqu'un s'occupe de trouver des talents, d'autres de partager des expériences, de faire des formations. Et Didier et les autres présidents qui ont eu lieu avant, c'était une concentration du pouvoir dans les chefs d'une personne. Et moi, je l'ai dit, je ne l'ai pas caché, je me suis bien entendu avec Didier. Il était souvent à l'étranger de par ses fonctions, mais toujours touchable. Et donc, moi, je n'ai jamais eu un seul cas où je voulais le joindre, où il ne me rappelait pas. Et donc, quand j'ai dit que c'était le débat avec moi, c'est que c'est moi qui, un jour, lors d'une réunion assez récente d'ailleurs, qui avait lieu chez Alexia, comme ça, vous savez tout, dans son Alexia privé, Bertrand, proche de la Noël, j'ai dit, et si on désignait David Lester ? Ils étaient tous poum paf, je vais dire, pour parler bruxellois. Et c'était mon choix. Pourquoi ? Parce que d'une part, le président Boucher m'a donné une nouvelle mission de générer vraiment un travail interparlementaire sur l'ensemble des parlements francophones bruxellois pour les libéraux, mais pas une fonction symbolique. On va bientôt vous expliquer où on en est et on fait beaucoup de boulot avec ça. Alors, s'il faut faire ça et s'il faut faire tout le reste en même temps, je me suis dit, on a un président de 33 ans, c'est unique en Belgique, à la tête du parti, et bien en avoir un autre de 35 à la régionale, il est peut-être déjà un peu trop vieux, mais encore juste jeune libéral, donc ça me paraissait être un bon choix. Et moi, je me sens très bien là-dedans. J'étais hier à l'ULB, et j'ai pris grand plaisir à prendre la parole, parce qu'on a fait une sorte de congrès programmatique sur ce que l'équipe voulait réaliser. Donc voilà, et je vous ai répondu. Didier a bien fait son boulot à l'époque, mais on a un autre projet aujourd'hui avec une autre formule, c'est une formule d'équipe. Shona Lomponda, sur le renouvellement des politiques, c'est positif C'est positif, mais en même temps, ce qui sera intéressant, c'est que ce ne soit pas que positif par rapport à la jeunesse, c'est que ça s'accompagne d'un véritable nouveau souffle dans l'idéologie. Par exemple, lorsque l'on voit les dernières élections avec le Vlaams Belang qui a fait tout un travail
travail et a mis en place une stratégie pour lisser son image et nous a présenté un président jeune, pro du marketing, qui a charmé tout le monde. Voilà, il ne suffit pas d'un jeune, mais ce n'était que de la jeunesse cosmétique. Mais les idéologies de ce jeune étaient assez archaïques. Karim Fadoul. Oui, le renouvellement, mais le renouvellement, c'est aussi la féminisation. Je veux dire, à Anderlecht, un homme le bourgmestre est remplacé par un homme. À Evere, le faisant fonction est remplacé par un autre faisant fonction homme. Il n'y a qu'une bourgmestre femme sur l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. C'est quand même pas très... Voilà, au niveau du gouvernement, c'est 3 femmes pour 5 hommes, si je ne me trompe. C'est pas beaucoup à des fonctions exécutives aussi importantes. Pauline de Glume. Moi, je suis étonnée d'entendre ça. C'est vrai de dire, voilà, c'est unique en Belgique, 33 ans, mais c'est pas un argument en soi. Et c'est vrai que pendant longtemps, les partis ont, je pense, sacrifié des générations parce qu'on ne mettait pas assez des jeunes sur les listes. On les voyait un peu comme une caution, que le projet intéresse aussi les jeunes, mais ça suffit pas. On a un peu l'impression que parce qu'on a cette distance avec le citoyen qui se creuse, qu'on sait plus trop quoi faire, essayons les jeunes, et plus on met un jeune, plus c'est génial, quoi. C'est comme Conor Rousseau, là, je crois que c'est 26 ans, et ça paraît dingue. C'est le SP. En basket. Oui, mais alors c'est la génération VGA, là, mais moi je suis étonnée, ça ne fait pas... Comme on vient de le dire, ça ne fait pas les jeunes idées ou les nouvelles idées. Hein. Quand on voit comment un Bernie Sanders aux États-Unis arrive à convaincre la jeunesse, enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on met des jeunes personnes là maintenant qu'on arrivera à aller se faire, aller réintéresser des jeunes à la politique. Ce ne sera pas suffisant. Ça faut en être conscient. Pour encore appuyer sur ce que dit Delphine, si on s'intéresse seulement aux présidents de parti, ce qui est remarquable, c'est qu'en effet, ils ont beaucoup changé ces derniers mois, à peu près partout, qu'il y a en effet eu beaucoup de jeunes qui sont montés à la présidence de leurs partis respectifs, mais c'est surtout parce que les vieux sont partis, ils ne sont pas montés contre la volonté des vieux. C'est parce que les vieux, ou les anciens, se sont dit « Ok, moi, je serai plus tranquille ailleurs ». Sans doute parce qu'il y a des formes de déchaînement de la population antipolitique, sans doute parce qu'aussi ils arrivaient tous à peu près à un certain âge, mais aussi bien Raja Mawan pour Écolo, Georges-Louis Boucher pour le MR, Paul Magnette pour le PS, François De Smet pour Défi, Maxime Prévost pour le CDH, et on a parlé aussi des Flamands. Ce sont des gens qui sont arrivés parce que leur président généralement leur a demandé, et ensuite parce que leur président se trouvait un poste qui était plus éloigné, plus tranquille, ou qui correspondait à satisfaire davantage d'ambition. C'est manifestement aussi le cas du MR. Et un petit point aussi, c'est que, en particulier chez les jeunes, d'ailleurs, ils n'étaient pas les premiers choix. Georges-Louis Boucher n'était pas le premier choix, ou le plus grand favori de l'appareil du parti au début. Ça devait être Willy Borsu qui a refusé. Raja Mawan a été choisi après un long processus de remplacement de Zaki El-Khattabi, où Jean-Marc Tollet se cherchait désespérément une femme bruxelloise. Et donc, il faut quand même solidement le tempérer, ce que je viens de faire. Voilà. Alors, Fadila Lanan, qu'est-ce que vous pensez de ces différentes réactions sur la jeunesse, finalement? Ça cache peut-être une idéologie qui, elle, ne rajeunit peut-être pas. Non, je pense qu'en fait, tout ça est un peu inévitable. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un grand changement dans la société. On a dit, les gens sont plutôt antipolitiques plutôt qu'apolitiques, et ne s'intéressent plus à la chose publique. Et c'est vrai, donc je crois qu'avec le rajeunissement des cadres, ça donne un nouveau souffle. Mais je pense qu'il y a aussi un travail interne qui doit être mené, parce qu'il n'y a pas que le changement à la tête d'une présidence qui compte, ou dans l'équipe, c'est aussi le changement de posture, le changement de valeur, le changement d'idée aussi, de dépoussiérer tout ça. Et je crois que ça, c'est vraiment inévitable, parce que sinon, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est bien de dire qu'on a des présidents qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais et quoi après je crois que le travail doit se faire en amont. Et puis, il y a aussi une modification dans les mentalités. On sait que les réseaux sociaux ont été très importants, qu'aujourd'hui, les gens sont très sensibles à cela, que beaucoup de campagnes ont été menées de cette façon, qu'il y a aussi une grande liberté, puisqu'aujourd'hui, dans la plupart des partis, et notamment au Parti Socialiste, ce sont les membres qui votent pour les présidents, c'est plus les baronnies qui décident, les fédérations qui imposent d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que cette démocratie... Il y en a quand même qui sont envoyés au casse-pipe. Oui, il y en a qui sont envoyés... Oui, bien sûr, ça aussi, effectivement. Mais je veux dire que tous ces changements font qu'à un moment donné, on est dans ce rajeunissement. Je voudrais dire un dernier mot, c'est attention, rajeunissement c'est bien, mais n'oubliez pas que c'est important qu'il y ait des transmetteurs, parce que
voilà, je veux pas qu'on verse dans simplement le jeunisme et qu'on dise ça y est, on va sauver le pays grâce aux jeunes. Je n'en suis pas convaincu. Vous êtes toujours là d'ailleurs. Je ne suis pas si jeune. Vincent de Wolf, alors vous aviez l'air de piétiner d'impatience de répondre à toutes ces critiques sur le jeunisme. Parce que moi, je respecte les opinions de chacun, mais je trouve que vous êtes dur et injuste et pessimiste. Parce que si on fait... Bah, on me demande mon avis, je réponds. avoir des analyses. Et donc, je veux dire quoi? Regardez à bouger maintenant. Vous avez vu, c'est eux qui bougent. Alors, si je m'étais présenté, moi, à la régionale, vous auriez dit quoi? Vous auriez dit quoi? Toujours là, il n'y a pas de renouvellement. Allez, revoyez un peu votre copie, quoi. Je veux dire, c'est jamais bon. C'est loin 92 quand même. Mais non, mais c'est loin 92. J'ai commencé bien plus jeune que mon ami Fadila. Moi, j'ai commencé à 30 ans. Et je suis très très fier, moi, d'être le libéral à Bruxelles qui a fait le plus beau score dans sa commune. J'ai fait 25% de mes voix. Revenons sur... Non, mais ça veut dire que c'est encore les citoyens qui décident. Donc, Didier Reynders est commissaire européen. Est-ce qu'on trouve qu'il est trop âgé? C'est ridicule, complètement ridicule. Donc, sachons un peu rester les pieds sur terre. Je pense que si moi je m'étais présenté, vous auriez dit, oui, il est peut-être compétent, oui, il a fait ses preuves, etc. Mais il est quand même temps de changer. Maintenant que moi j'ai fait le choix personnel, sincère et enthousiaste de soutenir quelqu'un qui a 35 ans, ah mais c'est pas une femme, ah oui mais c'est pas parce qu'il est jeune qu'il va être bien. Et il faut un nouveau programme. Le nouveau programme, on est en train de le faire. Oui. On est exactement en train de le faire et ça ne s'est jamais fait de cette manière-là pour la régionale. Il y a tout un enthousiasme, il y a une équipe. J'ai expliqué le projet de l'équipe. Ça ne s'est jamais fait dans le passé. On passe à présent à nos têtes d'affiche, c'est-à-dire je vous propose des personnes qui ont fait l'actualité à tous les deux, et vous allez en choisir un ou une qui vous inspire en bien ou en mal. On commence par Fadila Lanan avec Kirk Douglas, l'acteur iconique d'Hollywood qui est mort à 103 ans cette semaine. Nancy Pelosi, la démocrate iconique qui a déchiré ostensiblement le discours de Donald Trump au Sénat. Annie Slair, la créatrice de Cargo de nuit et de Hep Taxi, visage culturel de l'ombre de l'RTBF, ou George Steiner, philosophe et critique littéraire. Qui choisissez-vous? Alors donc, il y a Kirk, Nancy, Anne ou Georges? Mon cœur balance entre Anne, que j'ai connue, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est décédée trop vite, et Nancy, qui a déchiré ostensiblement, je rêverais de faire ça, le discours de Trump. Attendez, ça c'est intéressant. Vous rêveriez de déchirer les discours de qui? Je sais pas, mais que je sois confrontée à ce type de situation. Ah oui. Oui, franchement, oui. Franchement, j'ai pas d'idée. Non, mais l'extrême droite, par exemple. Voilà, ça me, voilà, c'est une symbolique que oui, vous avez et ça, je me dis, waouh, quoi, ça devait être un moment assez génial à vivre. Tiens, si j'avais mis Emir Kir dans la liste des 4, est-ce que vous l'auriez choisi? Est-ce que c'est une bonne idée de l'exclure du PS? Vous savez, c'est une décision du comité de vigilance. Qui est totalement indépendant, je sais. Mais quel est votre avis? Je vais parler aux autres. Je n'aime pas commenter les décisions judiciaires ou les décisions administratives. Vous ne la remettez pas en cause? Non, mais je veux dire, en général, j'évite de le faire. Voilà, j'en prends acte. Point. Je pense que les choses ont permis d'éclaircir pour l'avenir, en tout cas, l'ensemble des valeurs que nous défendons dans notre parti. Et je crois que maintenant, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Alors, vous, Vincent de Wolf, je vous propose Rachid Hadash, le prédicateur dont le décès a attiré près de 10 000 personnes dans les rues de Molenbeek lundi. Marie Gins-Clark, la maîtresse du suspense, décédée le week-end dernier. Ou alors Koen Gaines, en difficulté dans la position du missionnaire royal. Ou Angèle, qui vient de signer un contrat publicitaire avec Chanel. Qui choisissez-vous? Rachid, Marie Gins-Clark, Koen ou Angèle? Alors, j'aurais bien voulu pouvoir choisir Kirk Douglas parce qu'il a, comme moi, une fossette comme vous. Voilà. Ça, c'est foutu, mais voilà. Mais vous êtes plus jeune que Kirk Douglas. Oh, vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Bon, alors qui choisissez-vous dans vos 4? Eh bien, je ne vais pas le choisir par vocation politique, ni par vocation personnelle, mais je vais choisir Koen Gaines simplement avec le message de l'espoir qui puisse aboutir à une coalition qui tienne et qu'on ait un gouvernement qui s'installe. Voilà le message que je donne par ce choix. Vous aussi, Fadila Lanan, vous appelez un gouvernement fédéral de vos voeux au plus vite? Oui, mais pas un gouvernement miroir, hein.
comme proposé par le président du CDNV. Donc j'espère que Koungheens arrivera à trouver une solution, mais pas celle de son président de parti. Parce que là, je pense que Bruxelles s'est exprimé de manière très claire, et Ahmed Laouej et Rudy Verwoerd et Philippe Claus ont réaffirmé que Bruxelles mérite le respect, ce qui n'était pas le cas dans la bouche du président du CDNV. Alors, 5 informations de la semaine, laquelle vous a ravi, laquelle vous a déplu. Tout d'abord, la banque Newbie qui a reçu maintenant toutes ses autorisations et qui peut démarrer. Scarbeck qui met Bruxelles Propreté à l'amende. La mise en place de la 5G qui déchire le gouvernement. Une loterie pour 100 traitements de maladies rares lancée par Novartis ou les allocations familiales bruxelloises qui ont été versées sans couac. Alors, on commence par vous, Vincent de Wolf. Que choisissez-vous parmi ces 5 infos? Alors, je vous dirais que je vais faire un choix définitif, mais mon cœur balance entre la mise en place de la 5G et Scarbeck qui met Bruxelles Propreté à l'amende parce que, on va en parler avec l'ancienne secrétaire d'État, il y a beaucoup de choses à dire à l'encontre de l'agence, mais je vais parler de la mise en place de la 5G parce que, bon, ça déchire le gouvernement, ça amuse toujours l'opposition, évidemment, oui. Mais c'est pas ça qui est important ni intéressant, c'est que je pense que c'est un vrai débat qui doit aboutir. Déjà, le précédent gouvernement avait annoncé, avant la fin de la législature, que ce serait fait, ça n'a pas été fait. Nous, on estime, et je suis sorti là-dessus hier, que ça doit se faire, mais pas au mépris de la santé, que c'est quelque chose qui est important. Donc la 5G en tenant compte de la santé. Alors vous, Fadila Lanan, parmi les 4 autres infos, en sachant que je vous poserai de toute façon une question sur Bruxelles Propreté, hein, ça, vous n'y échapperez pas. Les allocations familiales qui ont été versées sans couac, et surtout avec des augmentations pour à peu près 70% des familles bruxelloises, ce qui est vraiment, je dirais, quelque chose, c'était un défi, et je suis vraiment heureuse que ce défi ait pu être relevé par ce gouvernement et par son administration familiale. C'était surtout une obligation. Est-ce que Bruxelles... Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En Wallonie, on ne va pas en reparler pour pas être désagréable, mais en Wallonie, ça n'a pas été le cas. Alors ne soyons pas désagréables, parlons de Bruxelles Propreté. On attendait un audit, des audits, on ne voit rien venir, ils sont reportés à plus tard. Est-ce que le ministre Marron gère mieux Bruxelles Propreté que sa prédécesseur? Ça, c'est difficile de répondre à la question. Les audits, à mon avis, arrivent tout doucement sur le bureau du ministre et je pense qu'il va prendre le temps nécessaire pour les examiner et puis pour prendre, à mon avis, les mesures nécessaires à la réforme, à la modernisation de l'agence Bruxelles Propreté. Mais finalement, comment ça se fait qu'on n'y est pas arrivé lors des dernières législatures à cette réforme? Parce qu'en fait, il fallait d'abord auditer l'entreprise. Et c'est lié évidemment à la condamnation que l'agence a eue en fin 2017. Et donc, voilà, les audits ont été lancés, mais vous savez, ce sont des procédures très lourdes. Il fallait aussi que ces audits ne soient pas faits à l'interne de l'agence Bruxelles Propreté pour garantir la transparence et l'indépendance de ces audits qui ont été rédigés par l'administration, par le ministère de la région bruxelloise. Et alors, ce sont des marchés publics, ça prend du temps. Ils ont été concertés, ces cahiers de charges, avec l'ensemble des membres du gouvernement. Et donc, ça a pris du temps, effectivement. Mais je crois que Bruxelles Propreté et les Bruxellois méritent d'avoir un service à la hauteur de leur espérance. Et donc, je pense que ces audits vont donner l'occasion au nouveau gouvernement de prendre toutes les mesures et toutes les réformes pour moderniser cette entreprise. Quand on a dit, lors de la formation du gouvernement, on a beaucoup parlé de Bruxelles Propreté, et on a dit beaucoup de mal de la manière dont les socialistes en général avaient géré ce poste-là, avec une défense peut-être assez molle du côté du PS. Est-ce que ça vous a fait mal de suivre ça Je n'étais pas présente, donc j'en prends acte. Mais finalement, ce qui compte, c'est pas de savoir comment les choses ont été négociées. C'est juste de savoir comment est-ce qu'on va transformer cette entreprise et comment est-ce qu'elle va pouvoir encore rendre des services à l'ensemble des Bruxellois. Nous sommes d'ailleurs la région qui a la plus grande offre de services pour ses citoyens, puisque vous avez 2 sacs blancs par semaine, les sacs sélectifs qui sont chaque semaine, et en plus l'organique qui est généralisé partout. Je n'arriverai pas à vous faire sortir de vos gonds là-dessus. Mais maintenant non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, vous êtes plus en charge de la question, c'est sur le fini. Vous avez peut-être une parole plus libre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut mettre un terme à ça? Non, moi je voudrais simplement rappeler et dire quelle a été la réponse du ministre au Parlement à l'occasion d'une question d'actualité sur la grève qui a été faite parce que le fini a été mis sur la table par la direction. Le ministre a simplement répondu qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas été informé que la direction allait proposer la fin du fini.
j'en prends acte. Voilà, pour le reste, j'ai l'impression que les médias sont beaucoup plus tranquilles et plus calmes à l'égard de la situation. Il y a eu quelques grèves et quelques moments où les poubelles n'ont pas été collectées. Je n'ai pas eu l'impression que le gouvernement ait été attaqué. Bon, ça donne lieu quand même à beaucoup d'articles. Ces derniers temps, j'ai pas l'impression. Moi, je trouve que c'est plus dur avec vous qu'avec Alain Marron. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je pense que comme il arrive... Pardon ? Ça tombait aussi à un moment particulier pendant la formation du gouvernement. C'est peut-être aussi... Oui, peut-être. La période qui a fait que ça a pris un peu plus de... On était en période estivale aussi, on avait que ça à se mettre sous la dent. Peut-être, oui. Mais là, je pense que voilà, maintenant qu'on aura les audits, ça permettra aussi de voir ce que le gouvernement compte faire de la suite de cette entreprise. Donc, moi, je pense qu'il faut encore garder confiance et faire en sorte, en tout cas, qu'on puisse au moins écouter l'ensemble des protagonistes de ce dossier. Mais au-delà du fait que ça a été mis sur la table, vous avez quand même un avis. Vous, là-dessus, vous êtes penché sur la question, vous étiez en charge sur le fini-fini, sur les problèmes que ça crée en interne, tout ça, vous pensez quoi? Mais moi, je pense que le fini-fini a été complètement réduit par la réforme, puisque vous avez, je dirais, les travailleurs sont plus longtemps sur le terrain. Donc le fini-fini a été vraiment réduit. Alors s'il reste plus qu'une heure de fini-fini, franchement, c'est pas la priorité pour moi. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Une entreprise, elle doit discuter avec ses travailleurs, elle doit discuter avec les organisations syndicales. Surtout que vous le savez, Bruxelles Propreté est une entreprise qui est la plus syndicalisée des entreprises bruxelloises. Donc, je veux dire, on ne fait pas des choses comme ça sur un coin de table. Donc, je pense que le dialogue manque parfois. Et ce sera l'occasion, grâce aux audits, de pouvoir peut-être corriger le tir. Très bien, on va passer à notre sujet suivant. On reste dans la politique avec ces notions de responsabilité et qu'elle implique. Les gestionnaires du foyer anderlechtois, par exemple, ont été condamnés cette semaine pour manque de prévoyance, finalement, et lenteur excessive. Je vous propose de regarder le reportage de Jean-Christophe Peuzès et Nicolas Skenartz. Cela fait plus de 7 ans, très précisément depuis le 26 octobre 2012, que le balcon de ce locataire est condamné. Le béton qui le soutient s'effrite et sa stabilité est fragilisée. 80% des 380 appartements de l'immeuble du foyer anderlechtois sont dans le cas. Face au préjudice et commençant à trouver le temps long, il a fini par saisir la justice de paix pour obtenir réparation. Le jugement est sévère. Il parle de négligence et d'un retard que ne peut justifier un élément de force majeure. La responsabilité du foyer anderlechtois est donc entière. Ça signifie une victoire. J'espère que d'autres locataires vont en prendre exemple et vont oser. Parce que ce qu'il y a, c'est que les autres locataires n'osent pas. Le foyer est donc condamné à dédommager le plaignant. 935 € pour le préjudice antérieur et presque 52 € par mois à partir de janvier 2020. Une décision qui surprend le président du foyer. Lui explique le retard par la difficulté du chantier, qui prévoit la rénovation de toute la façade pour y créer de vraies terrasses et améliorer la ventilation et l'efficacité énergétique. Un chantier de près de 20 millions d'euros. On a accumulé un peu de retard. On avait d'abord contacté une première entreprise avec qui on avait un marché. Malheureusement, le budget estimé était trop élevé et donc nous n'avons pas pu accorder le marché. Pour votre information, à ce jour, on a relancé un marché, 2 entreprises ont répondu et donc une des 2 entreprises sera désignée prochainement. Le foyer promet donc le début des travaux en septembre au plus tard. En attendant, il appliquera la décision de justice et indemnisera le locataire. Alors Vincent de Wolf, ici c'est un exemple, hein. L'idée n'est pas de faire un débat sur ce bâtiment du foyer anderlechtois, mais où est la responsabilité politique là de ne pas lancer des travaux alors que ça fait 7 ans qu'il faut le faire? Je peux dire un mot sur le fini-fini? Alors fini rapidement. Voilà. Et puis, Donc moi je ne suis pas d'accord avec Fadila, on s'apprécie mais on ne va pas être d'accord sur tout. Je trouve qu'il y a des gros problèmes de gestion, des gros problèmes de management, une absence d'anticipation des difficultés, pas de recherche-développement, on est toujours là avec tous ces sacs qui explosent partout dans les rues et le fini-fini pousse les hommes et les femmes des poubelles à courir derrière les camions, à ne pas ramasser quand ils tombent. Ben voilà, donc il n'y en a jamais eu vraiment de réponse par rapport aux audits, c'est nous qui avons demandé qu'on les lance, donc nous on a vraiment une défiance par rapport à la façon dont ça a fonctionné. Par rapport maintenant
maintenant à la responsabilité du pouvoir public. Je crois qu'il fallait du courage pour qu'un locataire dépose une citation devant le juge de paix dans un cas pareil. Il fallait oser y penser, il fallait oser le faire. Et moi, ça ne me choque pas. J'ai participé à une réunion de la SLRB qui expliquait aux nouveaux parlementaires le fonctionnement de la SLRB. Je connais bien, je suis à la commission de logement depuis longtemps, mais j'étais quand même là. Parce que je pense que c'était mon rôle d'être là. Et c'était intéressant parce que le patron de la SLRB a expliqué que le délai moyen pour la rénovation d'un bâtiment logement social, au mieux, c'est 6 ans. Au mieux. Et on a parlé de délai de 10 à 15 ans. C'est intolérable, évidemment. Et qu'est-ce qui fait que ça prend tant de temps? Ce qui fait que ça prend tant de temps, c'est que nous, par exemple, modestement, on a attribué 2 dossiers à la SLRB au niveau de la Société de logement interbécoise, mais ça n'a jamais été aussi long. On a pensé qu'en faisant appel à la SLRB, ils avaient les architectes, les ingénieurs, les procédures, les juristes, plus que nous. Et donc, visiblement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Il faut poser la question à ceux qui dirigent la SLRB. Alors, ils vous parlent de marché public, de délai, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, on ne réinvente pas l'eau chaude à chaque marché public. Je veux dire, quand on refait une façade ou des bâtiments, il ne faut pas tout réécrire. Et moi, je crois que c'est bien. Le pouvoir public doit montrer l'exemple. Et qu'il y ait une condamnation d'une société de logement public parce qu'on était privé pendant 6 ans de son balcon et que maintenant il y a une sorte d'astreinte de 52 € par jour. Non, par mois. Par mois, pardon, excusez-moi. Oui, de réduction de loyer, ça revient au même. Eh bien, c'est un incitant qui dit, vous, pouvoir public, pouvez sanctionner ceux qui abandonnent un immeuble. Comme pour le survol, on voit que l'astreinte n'est pas suffisamment élevée pour qu'on fasse les travaux tout de suite. On peut en débattre, mais je trouve, moi, que c'est un signal intéressant. Et qu'en pensez-vous, Fadila? Oui, moi aussi, je pense que c'est important, c'est un signal intéressant et on voit que la démocratie joue son rôle. Je voulais simplement repréciser que pour le gouvernement bruxellois nouveau, le logement, la politique de logement est vraiment la priorité puisque c'est le début de la déclaration de politique générale. On commence par cette politique-là, donc ça montre en tout cas que c'est là-dessus. Mais comment on peut accélérer? C'est ça. Alors, les procédures, les marchés publics, ça vous ne savez pas changer. Je veux dire, sauf si on décide du jour au lendemain qu'on ne fait plus de marché public. C'est ce qu'on a répondu au foyer en dehors. Et c'est vrai que ça ne peut pas durer 6 ans. Je ne connais pas spécialement le dossier en tant que tel, mais je crois qu'avec les nouvelles priorités, le fait que le gouvernement s'est engagé à trouver 15 000 solutions pour les ménages bruxellois, par des rénovations, par de la production de logements, par la politique, pour toute la législature. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance. Les moyens budgétaires ont été en fait inscrits puisque quand même, Mme Benhamou a obtenu une augmentation de ses budgets, donc ça montre aussi que pour le gouvernement, ça a été une priorité. Oui, M. De Wolf, c'est peut-être pas beaucoup, mais... M. Doulkerini a obtenu 800 millions, ça n'a pas changé grand-chose au niveau des logements publics. Voilà, on a 46 000 personnes qui attendent maintenant. Oui, c'est vrai, et on ne résoudra pas ce problème-là Pauline comme de ça. Blum voulait intervenir. Oui, moi je pense que c'est vrai que ça traîne pour des questions de marché public, pour des questions de budget, mais ce qui est plus terrible, c'est que je pense aussi que ça traîne parce que c'est des gens qui n'osent pas se plaindre, qui sont invisibilisés, et ça c'est terrible. Et quand ce monsieur le dit, chapeau à lui d'avoir fait cette démarche, les autres n'osent pas. Et quand on faisait en presse locale, j'ai fait beaucoup de reportages sur des gens qui vivaient dans les conditions. Il ne faut pas aller loin à Bruxelles, enfin partout dans toutes les communes pour trouver comme ça des gens qui vivent dans des conditions qui sont inimaginables pour quelqu'un qui a toujours vécu dans un logement décent. Parce qu'il y a à Bruxelles des appartements, notamment dans le quartier Askerbeek où il y avait eu un incendie et cette femme s'était défenestrée. Et juste en face, ces appartements-là, c'est des douches à côté de la cuisinière dans la cuisine. Il y a encore 3% de maisons où il n'y a pas de sanitaire digne de ce nom et on ne le sait pas. Et quand on fait un reportage là-dessus en presse locale, qu'on prend le temps d'aller voir les gens, qu'on fait un article avec des photos, on est contacté dans la suite. Il y a des appels de gens qui disent mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Et donc voilà, et c'est important au-delà de l'astreinte, c'est vraiment important qu'il y ait. Il faut dire que ça touche aussi tout type de mais c'est vrai logement. que ces personnes-là n'osent pas parce qu'elles ont déjà la chance d'avoir un loyer à prix réduit. Sauf qu'ici, ce sont des logements publics. On avait réalisé aussi à la RTBF une question à la une assez long sur le drame que vivaient certaines personnes, certains locataires dans des blocs de logements sociaux, notamment à Molenbeek, parce qu'on avait pris un exemple assez particulier. Mais juste aussi, peut-être pour un peu détendre l'atmosphère, mais en même temps, les Chinois doivent bien rire de nous, sachant qu'ils ont été capables de construire un hôpital en 10 jours.
Très bien, mais je veux dire, on est sur deux extrêmes là quand même. Hein. Je veux dire, on parle de. Mais nous, c'est plus mais là, long quand que même, là, on respecte pas toujours les droits des travailleurs, les droits de l'homme et tout ça. C'est difficile comme exemple. On n'en sait rien dans ce cas-ci. Je viens avec deux exemples extrêmes, mais voilà. Enfin, je pense que 7 ans, c'est très long quand même. Nicolas De Decker pour conclure. Un peu par rapport à ce que disent mes délicieux confrères. En effet, ce locataire est très courageux. En effet, dans le journalisme, on est souvent appelé par des locataires, souvent de logements sociaux, qui courageusement dénoncent les cloaques dans lesquelles ils vivent malheureusement parfois. C'est quand même beaucoup plus fréquent que dans le privé. Je veux dire, les locataires osent beaucoup moins dénoncer un propriétaire privé médiatiquement qu'ils ne le font dans le logement public. Donc, apportons quand même cette petite nuance. Ah non, c'est l'inverse. Non, par exemple, moi, je n'oserais jamais dire du mal de mon propriétaire privé. et puis, la deuxième chose, c'est que, en fait, par rapport à ce que dit Karim aussi, on est dans une espèce de cercle vicieux d'impossibilité parce que, en fait, il y a beaucoup de gens, moi je viens de Charleroi, j'ai été journaliste de la presse locale à Charleroi à l'époque des affaires et d'après les affaires. Le problème, c'est que pour un certain nombre de fonctionnaires et de mandataires, maintenant, décider de quelque chose est risqué. Oui, parce qu'il y a la responsabilité des villes. Parce qu'il y a une responsabilité, parce qu'il y a évidemment des médias qui, à juste titre, le surveillent. Et donc, quand on va trop vite, on prend un gros risque. Il vaut mieux se tromper que de ne pas décider. Bon, bien sûr, mais derrière, il y a une détresse sociale. Non, mais je dis, le mandataire public, il doit décider. Moi, je dis ça toujours aux fonctionnaires. Si vous décidez 100 fois, vous vous trompez 20 fois, vous avez encore une grande distinction. Oui, mais il faut être couvert par le mandataire public. Le fonctionnaire peut être condamné. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Enfin, les gens, en tout cas, je découvre ce reportage, je l'ai découvert, je n'ai pas été plus loin, ils se prévalent d'avoir justement trop scrupuleusement respecté les procédures. Oui, donc clairement, il faudrait revoir sans doute les procédures pour peut-être en simplifier. Chinois tout de même, Karim. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un exemple à suivre. Je dis simplement qu'il doit rire de nous. Alors, je propose quand même qu'on parle de notre dernier sujet. Je voulais parler des subsides sportifs avec vous, et notamment, on a détaillé un peu les subsides là, en région bruxelloise, et on s'est rendu compte que beaucoup allaient aux grands clubs, beaucoup allaient aux grands sports, et qu'on oubliait un peu les petits clubs, les petits sports, et souvent aussi le sport féminin. Donc, vous êtes un peu occupé de sport au sein de la COCOF, Fadila Lanan. Et les régions aussi, infrastructures sportives. Exact. Donc, est-ce que c'est un constat que vous faites aussi que quand on veut aider pour les écoles de jeunes, on arrive à ce constat que finalement, c'est par les grands clubs que ça se passe? En fait, on confond plusieurs budgets. Il y a, pour les clubs et tout ça, les grands clubs, c'est le budget image de Bruxelles. Donc c'est un budget qui dépend du ministre-président et qui dépend normalement du vice-président du gouvernement néerlandophone. Voilà. Donc ça, c'est une enveloppe et qui à la fois finance des clubs sportifs mais aussi de la culture ou des projets, je dirais, un peu alternatifs. Et puis vous avez le budget infrastructure sportive communale au niveau de la région. Ça, c'était sous ma compétence à l'occasion du dernier gouvernement. Là, vous avez en fait des moyens que vous offrez aux communes pour des projets, et là on a mis en place en fait des plans triennaux. Donc il y a une nouvelle ordonnance qui renforce en fait la subsidiation. D'abord, on a doublé le budget, et puis en plus on dit aux communes, vous travaillez sur un plan de 3 ans, vous donnez vos priorités et le gouvernement bruxellois vous soutient dans l'élaboration de vos projets. Et puis on renforce les zones et les quartiers qui sont densément peuplés et qui sont, je dirais, en manque d'infrastructures sportives. Et puis vous avez la compétence sport en COCOF qui là, vous trouvez en fait une enveloppe qui à la fois soutient les niches sportives, on va dire le sport handicapé, le sport senior, le sport féminin, et puis le sport pour tous de manière générale. Et là, ce sont des subsides qui sont donnés aux clubs, mais je dirais vraiment pour les petits clubs. Donc là, je crois qu'il faut vraiment bien distinguer les 3 enveloppes différentes. Et pour vous, globalement, le constat est plutôt positif à Bruxelles? Il n'y a jamais on a assez. Bien équilibré. Non, il n'y a jamais assez. Alors là, les communes, il y a eu toute une polémique avec les échevins du sport des 19 communes qui se sont plaints du fait que pour le budget infrastructure communale, le ministre Claire Failly n'a pas encore mis ses priorités et donc il n'y a encore aucun projet qui a été subsidié. Donc là, il y a eu cette fameuse polémique. Donc maintenant, le ministre Claire Failly dit qu'il va s'atteler à la tâche et qu'il va sans doute faire son travail. Pour ce qui relève des budgets COCOF, là, c'est souvent après appel à projet
que l'administration de la COCOV sollicite les clubs ou les associations. Cours, donc, voilà. ce que vous nous dites. Donc voilà, il n'y a sûrement pas assez d'argent partout, mais ça fonctionne plutôt pas mal sur le terrain. Tout est rose sur le terrain, Vincent Dorel ? Non. Donc moi je lis un article ici, le titre c'est « Claire Failly a des soucis dans la lecture de ses budgets, estime la Annan ». Oui, mais ça j'ai répondu. Je suppose que c'est toi. Oui, c'est moi. Et alors, le budget d'infrastructure sportive est bloqué pour l'heure. Ben, ça c'est de la mauvaise politique, quoi. Je ne veux pas être style populiste ou quoi, mais allez, honnêtement... Vous dites aujourd'hui, on sait que la région bruxelloise, c'est là où il y a le plus de jeunes, c'est la région la plus jeune, c'est là où il y a le plus d'obligations d'avoir un travail de première ligne, d'offrir aux jeunes des possibilités avec des infrastructures locales. Hein, et alors quoi? On fait un appel à projet que tu lances en 2018, il y a 130 millions demandés, il y a 100 millions qui sont recevables, on aboutit à 48 millions qu'on veut distribuer, on en retire 10 pour les stades de foot. Il en reste... Non, le stade de foot avec terrain synthétique. Avec terrain synthétique, oui. Il en reste donc 36. Et puis, pour liquider l'argent, oui, mais en bref, pour liquider l'argent, il fallait au moins 15 millions par an. 15 fois 3, ça fait 45. Et on a 1,5 à liquider 10 fois moins. Et donc, tout est bloqué. Et donc, l'un se renvoie la balle à l'autre. Claire Failly, et donc le défi était au gouvernement, le socialiste était au gouvernement. C'est une mauvaise querelle, ça. Ça va pas. Je veux dire, on voit aujourd'hui que les jeunes n'ont pas de terrain de proximité, que tout le monde se plaint et qu'il y a un blocage. Et moi, savoir si c'est ma voisine qui est moi, je suis plus là depuis longtemps, qui est responsable ou si c'est Claire Failly, c'est pas le problème. Ça a été mal géré et la preuve, c'est que ça fonctionne pas. Shona Lumbona, vous voulez parler aussi du sport en quelques mots? Oui, du sport, au-delà de la question des enveloppes budgétaires par rapport aux jeunes, la question des femmes aussi, et de leur présence et de leur représentativité dans les sports de haut niveau, c'est encore une catégorie assez marginalisée. Comment rendre le sport, je dirais, féminin attractif? Il y a une question de visibilité aussi. Parce qu'en dehors du MMA, je trouve que dans le foot, c'est encore assez catastrophique. Il y a aussi une question d'injustice. À palmarès égal, le salaire est totalement différent. Oui, c'est différent dans le sport. Mais je pense que par rapport à la question de Mme Lupunda, c'est le sport haut niveau ne relève pas de la région bruxelloise. Ce sont des communautés qui sont compétentes pour la promotion du sport et soutenir aussi, parce que vous savez, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, femmes et hommes, qui ont des mandats et des contrats ADEPS qui leur permettent à la fois de déployer leur art et puis d'offrir leur... La ministre qui s'occupe de ça est une femme, elle est bruxelloise, c'est Glatini, elle y travaille. Elle est et est OMR aussi, voilà. Et on ne peut plus avoir ce qu'on a eu avec le cross bruxellois, où l'homme qui a gagné avait un prix de 1 000 € et la femme avait 300 €, c'était indigne. C'est fini ça? Et ce sera fini avec certitude, c'est une promesse que je tiens en son nom. Un scoop à présent, on passe au coup de cœur. Alors, Nicolas, on va parler de brunch de dimanche. Oui, Jean-Jacques, vous savez, comme je suis un jeune cool. Oui. Ça aussi, hein, très cool. J'entends que ça ricane, mais je ne me défais pas. Je vais souvent le week-end, aussi parfois en semaine, mais ne le dites pas à mes patrons, à la chaussée de Acte. C'est un quartier dont on a pas mal parlé ces dernières semaines. Pas nécessairement bien, pas nécessairement avec un regard joyeux et heureux. Aller bruncher là-bas, prendre des petits déjeuners, ce sont des buffets, c'est beaucoup moins cher que les brunchs que les gens normaux prennent à la place Jourdan ou même à la place de la Liberté où j'habite. C'est un buffet avec des pidés turcs. Hein, c'est pas des pidés, c'est des petits déjeuners, vous pouvez tout choisir, c'est gargantuesque, c'est délicieux, les gens sont gentils comme tout, c'est pas cher, et parfois je suis là, franchement. Allez. Bon, Pauline, autre chose, vous vouliez revenir sur Angèle? Mais oui, j'ai vu qu'elle était déjà proposée aux invités, mais donc ça va, elle n'a pas été choisie. Spoiler, non, moi Bah ouais, c'est classe quand même, non? C'est classe. Bah oui, bruxelloise, qui est quand même... qui fait que monter de manière fulgurante. Alors ça, on pourrait dire on s'en fiche un peu pour Chanel, mais voilà, il recherchait quelqu'un il disait qu'il y a de l'originalité, tout ça, et c'est vrai qu'elle, elle a vraiment et qu'est-ce qui est plus fort, c'est être l'icône de Chanel ou recevoir un prix de la part de Yann Yambon au Mias? Ah oui, qu'il s'est fait... Voilà, oui, bon, il y a peut-être un peu des deux. Hein. On dit aussi qu'elle va jouer dans une comédie musicale avec Adam Driver et Mario Cotillard, donc voilà.
Elle a l'air d'avoir encore plein de choses qui l'attendent. Le vent en poupe. Et Karim Fadoul, vous vouliez nous parler de diversité. Oui, par rapport à l'édito qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, l'édito de Stéphanie Meyer, sur BX1, qui travaille à BX1 et qui a reconnu effectivement qu'il y avait un manque de diversité au sein des rédactions. Donc cet édito m'a un peu fait sursauter. Et puis ensuite, je me suis ressaisi. Je me dis, mais effectivement, il y a une forme de mea culpa qui est exprimée au nom de toutes les rédactions. Et effectivement, c'est assez problématique. Mais cette diversité, c'est pas uniquement celle qui concerne des minorités visibles, très visibles en région bruxelloise, même si c'est une réalité. C'est aussi les personnes subsahariennes, c'est aussi les Belges d'origine turque, sud-américains, de l'Est, etc. On en voit extrêmement peu dans nos médias. Parce que je pense véritablement que, notamment par rapport à Bruxelles, il suffit de se balader dans la ville, prendre le métro pour se rendre compte effectivement que Bruxelles est assez bigarrée. Il faut pouvoir avoir aussi un regard sur ces quartiers, sur ces communautés, sans sensationnalisme et sans paternalisme aussi. Ce sont des Bruxellois à part entière et il est important aussi de parler de ces personnes et que des personnes issues de ces communautés-là en parlent aussi. Le baromètre des médias, vous vous rappelez, c'est moi qui avais initié ça quand j'étais ministre de l'audiovisuel, sur justement toutes ces questions de diversité. Et si vous allez consulter le site du CSA, vous trouverez l'information très précise sur l'évolution, même s'il y a encore du travail à faire dans les rédactions. Beaucoup. Shuna Lomponda. Oui, comme vous le savez, le CCFJ, le Centre communautaire laïque juif David Susskind, fête déjà son 60e anniversaire. Alors à cette occasion, il y a une belle programmation qui a été mise en place. Vous en êtes une des chevilles ouvrières. Merci. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Et donc, rendez-vous, j'avais envie de parler d'un de nos prochains rendez-vous, c'est le 3 mars, à l'auditorium La Fontaine de l'ULB. Nous allons accueillir en fait le rabbin Delphine Horviller, qui est une féministe. Dit pas la rabbine. Elle aime qu'on appelle le rabbin. Ah oui, donc le rabbin Delphine Horviller, qui est féministe, qui est défenseur de la laïcité et qui prône des discours de dialogue, d'ouverture et de vivre ensemble. Donc ça a lieu le 3 mars à 20h à l'auditorium La Fontaine. Merci à tous, c'est la fin des experts. On se retrouve vendredi, qu'est-ce que je dis ? On se retrouvera en tout cas samedi prochain. Bon week-end à tous.